Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Steven Charas et aujourd'hui, il parle de masse de neck. You can start whenever. Okay. Mi. Donc, il va parler de la masse du cou. Il est professeur associé clinicien au centre médical de l'université Loyola. Good morning, and thank you for having me. What I want to, first of all, as said, my name is Dr. Steve Charas. I'm a ear, nose, and throat physician from the Chicago area. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Comme vous l'avez peut-être entendu, je suis un médecin de l'oreille, du nez et de la bouche, et je vis maintenant à Chicago. This is some pictures of where the university is in Chicago, and then just so you get an idea of the Chicago night skyline. Today's lecture. Oh, go ahead. Et ceci fait des photos de mon université à Chicago. Et vous pouvez voir des photos de l'horizon. So today's lecture, what I want to do is to give you a method of evaluating the neck mass. I'm not going to give you a full differential diagnosis of every possible thing that neck masses can do, but what I want to do is give you an idea of how to approach the neck mass. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment penser, et je ne vais pas vous donner un diagnostic différentiel complet, mais plutôt vous dire comment étudier chaque cas. Okay. So during the lecture, if you have questions, please feel free to interrupt. Will that work? That'll work, right, Amanda? If they just have a question? And we will do, if we have time, a short Q&A session at the end. So either works. It generally works a little better to save it for the end, but. Okay. Yeah. I feel fine if they have a question during, yeah. Otherwise they may forget. Yeah, they certainly can. So. Okay. Et si vous avez des questions pendant la lecture, s'il vous plaît, arrêtez-nous et posez-les. So to begin with, when evaluating the neck, the first thing obviously we need to know is anatomy. Pour commencer par évaluer le cou, il faut connaître très bien votre anatomie. But if you look at this anatomy, this picture, you don't need to know the details of the anatomy as this picture's detail. Mais si vous regardez cette photo, ce n'est pas nécessaire de connaître les mêmes détails. I'd like to simplify it for you so you get to know just the basics of what's necessary when evaluating the neck mass in your clinic. Je vais la simplifier un peu pour que vous connaissiez c'est quoi les bases qu'il faut regarder en évaluant un cou en clinique. So what I've done is I've listed the basics of any anatomy, and next to it is the number that tells you how many of these things do you really need to know. For instance, in the neck, there's really only one muscle you need to be aware of. Et donc, ce que j'ai fait, c'est vous donner une liste de ce qu'il y a dans chaque partie anatomique. Et à côté, il y a un numéro de combien de ce truc en particulier il faut connaître dans le nez, dans le cou. Par exemple, dans les muscles, il y a seulement un seul qu'il faut que vous sachiez dans le cou. Right, there's 2 cartilages, there's 3 glands. Et il y a 2 cartilages et 3 glandes. Okay, so the muscle we need to know is the sternocleidomastoid muscle, as pictured here in both the cartoon as well as the picture. Et pour commencer, le muscle qu'il faut connaître, c'est le muscle sternocleidomastoid, qui est dans la photo et dans l'animation.
It's what is easy to palpate and kind of gives the beauty to the neck, and as seen in the picture, but it also divides the neck up into nice sections. Il est facile à palper et donne une belle forme au cou, mais aussi il divise le cou en plusieurs parties. Cartilages, two, thyroid cartilage and the cricoid cartilage. Et dans les cartilages, il faut en connaître deux, le cartilage thyroïdien et le cartilage cricoïde. So if you, the thyroid cartilage forms the thyroid notch, which you can palpate on yourself, and I encourage you to go ahead and, feel your thyroid cartilage. Et, le cartilage thyroïdien forme l'entaille thyroïde et je vous encourage à la toucher. Then as you slide down the thyroid cartilage, the next hard piece, you'll feel a little space, and then the next hard piece will be the cricoid cartilage. Et si vous glissez vers le bas du cartilage thyroïdien, vous pourrez sentir le cartilage cricoïde. So one way to know that you're at the cricoid cartilage is if you keep feeling down. Most people, then you're not going to feel anything hard below the cricoid cartilage. Et pour être sûr que c'est celui-là, quand vous touchez le cartilage cricoïde, si vous continuez, vous ne sentirez plus rien. Okay, so thyroid cartilage, cricoid cartilage, then below that, you can't feel any further cartilage. Et donc, cartilage thyroïdien, cartilage cricoïde, et puis vous ne sentirez plus rien. Just then the first gland is the thyroid gland, which lies over, essentially, the isthmus lies over the cricoid. Et la première glande à connaître est la thyroïde, et vous pouvez savoir que le isthme vient par-dessus. Okay, so there's three glands we need to know: the parotid gland, the submandibular gland, and the thyroid gland. Il y a trois glandes qu'il faut connaître: la glande parotide, la glande sous-mandibulaire et la glande thyroïde. Okay, so the parotid gland is a large gland which lies pretty much in front of your ear and then covers the angle of the jawbone. Et la glande parotide est une grande glande qui est par-dessus votre oreille et couvre la plupart de votre os maxillaire. Through it runs the facial nerve, the nerve that innervates the muscles of the face. Et c'est par cette glande que passe le nerf facial, qui innerve la plupart de votre visage. The submandibular gland is the second gland, and it's going to lie under your jawbone, but close to your jawbone, high up in the neck. Et la deuxième glande est la glande sous-maxillaire qui est, comme le nom l'indique, sous l'os maxillaire. Also going through that nerve is the lowest branch of the facial nerve, which goes to the lower lip. Et par cette glande passe la branche la plus basse du nerf facial. Okay, so the parotid gland and the submandibular gland are the two major salivary glands. And then the third gland that we deal with in the neck is the thyroid gland. Et donc les glandes les plus importantes, c'est la glande parotide et la glande sous-maxillaire. Et la troisième glande qu'on voit dans le cou est la glande thyroïde. Do we want to welcome our new visitor? Amanda? I mean, should he? Do you want to? Do you want to just ask quick Oh. if they're connected, okay? Est-ce que la connexion est bonne pour les personnes connectées? Oui? D'accord. Yeah, I don't know who knew was coming. They might still be figuring it out. Sometimes I have to turn the microphones off because there's a bunch of echo, so Okay. sometimes I turn mine off because of that, but I can just switch them back on and off, so it doesn't matter. So I think they might still be trying to connect, but either way, we'll send them the video afterward. Okay.
Okay, so those were the three glands. Now we'll talk about the lymph nodes, and this is actually one of the most important slides of the presentation. Et on a donc parlé des trois glandes, et maintenant on va parler des ganglions lymphatiques. Et cette page est la page la plus importante de notre lecture. It's really important because this divides the neck up into 6 different regions. And it's the way that we can describe and record where lymph nodes of the neck are when we're palpating them. Et c'est très important parce que les glandes divisent le cou en 6 parties et on peut décrire et enregistrer toutes les parties en les palpant. So the 6 are, one is kind of under the chin, and then we go back to the sternocleidomastoid muscle, which we saw before. So one is under the chin and by the submandibular gland. Then you go 2 is high in the sternocleidomastoid muscle. 3, 4 as you're going down. So 1, 2, 3, 4. 5 is behind the sternocleidomastoid muscle. And 6 is in the central lower aspect of the neck by the thyroid gland. Et donc, comme le montre la page, on peut compter 1 sous le menton, et puis il y a 2 près du muscle sternocleidomastoid, et puis on descend, 3 et 4, et puis le 5 est un peu vers l'arrière, et puis à la fin il y a le 6. So when we examine and record this, it will help us determine a better differential diagnosis depending upon which lymph nodes may be involved. And 2, it's a way to communicate to our colleagues and so forth where the lymph nodes are and describe them much better. Et ce qui est important, c'est que ces ganglions lymphatiques nous permettent de reconnaître sur un différentiel diagnostique quelle partie est affectée et aussi de pouvoir en parler et d'écrire à nos collègues ce qui se passe. For example, a lymph node in level 5 behind the sternocleidomastoid muscle is more likely to be from a cancer of the nasopharynx, or perhaps it could be like a lymphoma. Whereas the lymph node in levels 2 or 3, those may be more related to cancers of the mouth or throat, or just regular lymphadenitis. Ok. Et par exemple, si on parle du ganglion lymphatique au niveau 5, qui est derrière le muscle sternocleidomastoid, ceci indique généralement un cancer du nasopharynx ou un lymphome. Et si on parle du ganglion lymphatique au niveau 2 ou 3, ceci indique un cancer de la bouche ou de la gorge, ou seulement une infection de la lymphe, du ganglion, pardon. So here's an example of a picture of lymph nodes. And how do we describe that? If we remember the cartoon that we just saw, then we can see that these are level 5, right? And these are a picture of somebody with lymphoma. Et comment le décrit-on? Voici une photo d'une personne avec des ganglions niveau 5. Et ceci indiquera un lymphome. Okay, so now we're down to blood vessels. As far as evaluating the neck, there's really only one blood vessel that we need to be aware of, and that's the carotid artery. Et maintenant, on parle de vaisseaux sanguins. Et dans le cou, il y a seulement un seul artère qu'il faut connaître, et ceci est l'artère carotidienne. You know, why is the carotid artery important in evaluating the neck mass? Is because it's not uncommon for somebody to send me a neck mass
And when I palpate it, it's just a calcified carotid bulb, not a neck mass at all. Et pourquoi est-ce important? C'est très important parce que parfois les gens m'envoient des personnes avec une masse au cou, mais quand je l'examine, c'est seulement une masse carotidienne calcifiée. So, but with careful palpation and then just sometimes just feeling gently and feeling for the pulse, you can come up with the answer that it's the carotid. Et seulement avec une palpation soigneuse et en essayant de trouver l'impulse, le pouls de la personne, que vous pouvez savoir que c'est seulement une masse carotidienne. Okay. And then lastly, there's two nerves that are very important. One is one we alluded to already, the nerve, the facial nerve that travels through the parotid gland. Et il y a deux nerfs qui sont importants. Le premier, on a déjà parlé, c'est le nerf facial qui passe par la glande parotidienne. And the other is the vagus nerve, which turns into the recurrent laryngeal nerve. The recurrent laryngeal nerve is responsible for innervating the vocal cord. Et le deuxième est le nerf laryngien récurrent qui innerve les cordes de la voix. So the vagus goes down into the chest, around the aorta or the subclavian, and then the recurrent comes back up into the neck, through the thyroid, underneath the thyroid gland, and then into the larynx. Et le nerf vague passe par descend dans le visage et quand il est au cou, il y a le nerf laryngo. I'm sorry, what was the second name of the nerve? The recurrent laryngeal nerve. Ok, et c'est au niveau du cou que le nerf laryngeal facial passe et va vers le centre. Okay, so those are the main things, and with that in your background and with that in your arsenal, you should now be able to get a overall strategy of evaluating the neck. Et ceci étaient les parties les plus importantes et en les connaissant, vous pouvez mieux évaluer le coût. Don't be confused by all the lesser important things. We want to know the landmarks. Ne soyez pas confus par les choses les moins importantes. Nous, on voulait seulement faire attention aux repères. Okay, so then the next step, now that we have the anatomy as our background, the next step in evaluating the neck is to take a complete history. Et maintenant qu'on a notre information basique, l'étape qu'il faut connaître, c'est comment savoir prendre un historique complet. So these are the general questions that we would ask for anything in history. You know, obviously they'll come and we'll know their age and their sex, and then more focused questions based on the neck mass. Et voici les questions générales qu'on pose. Bien sûr, quand ils viennent chez nous, il faut poser les questions générales comme l'âge et le sexe. Et voici les questions plus ciblées. When evaluating the neck mass, however, we want to be a little more specific and think about things that can lead to the neck mass. So we want to talk about dysphagia. Are they having problems swallowing? Are they having problems speaking? Do they have pain when they're swallowing? Do they have ear pain? Not so much because we're worried about an ear infection, but because sometimes pain can be referred from the neck and throat to the ear. Et en évaluant la masse du cou, il faut penser aux différentes causes, comme la dysphagie. Et il faut poser des questions comme est-ce que vous avez un problème en avalant, en parlant? Est-ce que vous avez mal en avalant? Est-ce que vous avez mal
aux oreilles, mais pas parce que pour voir s'ils ont une infection à l'oreille, mais plutôt pour savoir si le mal peut passer du cou à l'oreille. So also, are they hoarse? Is their voice hoarse? Are they having problems breathing? Have they been exposed to a recent infection? Et est-ce que leur voix est rauque parce qu'ils ont été exposés à une infection récente? And then, as with all histories, we want to know about past medical histories. Specific to the head and neck, we want to know, do they smoke or do they drink? And as far as the thyroid, is there any family history of thyroid cancer or disease? Et dans les questions si spécifiques, il faut poser des questions à propos de est-ce qu'ils fument, est-ce qu'ils boivent de l'alcool et est-ce qu'ils ont une histoire familiale de cancer, maladie de la thyroïde. Okay, so unfortunately, the W questions is a translation thing because the W is obviously in English. But we'll go through these. There's 5 W's when asking questions about anything to try and better evaluate a situation or to question more in depth the problem. Et malheureusement, les questions W seront un problème de translation, mais ce sont des questions qu'on posera pour connaître le problème de façon moins superficielle. Okay, so who's the patient? How old, male, sex? These again is all about the history. Who? Et la première question, c'est qui? Donc le sexe et l'âge. What? What other symptoms do they have? And those are the ones that we just talked about. Are they having problems swallowing, speaking? Is their voice hoarse, etc.? La deuxième question est le quoi. Et ce sont les questions qu'on vient de voir. Est-ce qu'ils ont un problème en parlant? Est-ce que c'est quoi les symptômes? Where? Where exactly are they having problems? Where do they feel pain? Where do they feel other masses or other issues? Et où est-ce qu'ils sentent les masses ou est-ce qu'ils ont un autre problème? Why? Again, going back to past medical history, why? Do they have predisposing factors? Were they exposed to TB? Were they exposed to some type of other infection? Did they smoke or drink? Et pourquoi? Et ceci sont les antécédents médicaux. Est-ce qu'ils ont déjà eu la tuberculose? Est-ce qu'ils fument et les facteurs qui prédisposants? Okay, but the most important W, as far as determining how serious of an issue it is or how concerned we should be, is the when. Et la question la plus importante pour savoir combien la situation est sérieuse est le quand. Has the mass been there for a few days? Has it been there for a few weeks, months, or years? Est-ce que la masse a été là pour des jours, des semaines, des mois ou des années? Because the when, if it's only been for a few days, then we can divide that into an acute problem. And that is most likely just inflammatory in nature. Parce que le quand, si la masse a été là seulement pour quelques jours, alors c'est un problème qu'on peut diviser dans la partie aiguë et c'est généralement une cause inflammatoire. If the when is they've had this for weeks or even a couple, 2, 3 months, then it's a subacute problem. And now we're concerned about malignancy. Mais s'ils avaient la masse pour quelques semaines à mois, alors on est concerné par un problème sous-aigu et c'est généralement une malignité. And if it's been more of a chronic problem for months or years,
we're worrying a little bit less, it could be a slowly growing tumor, it could be some congenital mass. Et si ça a été pour quelques mois à des années, et donc c'est chronique, on est un peu moins alarmé, et c'est généralement une tumeur à croissance lente. So this is another real important slide. So slide number 1 that I really want you to remember is the map of the lymph nodes. And this would be slide number 2 to remember, because this, if you can divide up the when and remember the when, then you can much more easily determine the seriousness of the patient's problem. Et voici une page que je veux vraiment que vous vous rappeliez. C'est une page très importante, comme la page de la carte des ganglions lymphatiques. Pourquoi? Parce que en connaissant le temps de l'apparition, vous pouvez savoir combien le problème est sérieux. So for the acute problem, if somebody comes and it's just been a few days or a few weeks and they feel like they're not getting better, you could always try some antibiotics or even a short course of steroids, or you can give it time. Et si c'est un cas aigu, les différentes options que vous pouvez faire, c'est donner des antibiotiques pour quelques semaines ou des stéroïdes. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est juste donner du temps. Okay. Next step in evaluating the neck mass is obviously the physical exam. La deuxième étape en évaluant la masse du cou, c'est faire un examen physique. When doing the physical examination of the head and neck, I always do the same exam in the same order no matter what the problem is. This way I don't forget or don't miss anything. En faisant un examen physique pour une masse du cou, je fais tout le temps le même examen physique de la même façon pour ne pas oublier une étape, quelle que soit la masse. So I'll always examine the ears no matter what the problem is. J'examine toujours les oreilles, quel que soit le problème. I'll examine the nose and I'll examine the mouth and throat, and then I'll palpate the neck. J'examinerai le nez, la gorge et le cou, et c'est à la fin que je palpe le cou. So when examining the neck, the question often people ask will be, well, what's the best way to examine it? Is it better to examine it with you standing in front of the patient, or is it better to examine it with you standing behind the patient? En examinant le cou, la question que beaucoup me posent, c'est est-ce qu'il c'est meilleur d'examiner en étant en face ou derrière le patient? And the answer is simple, you do both. Et la réponse est simple, faites les deux. Do both every time because you feel different things from the different angles. Faites les deux chaque fois parce que vous sentirez différentes choses à différents angles. So that's the best way to be complete and not miss anything. Et ceci serait la meilleure façon d'être complet et de ne rien manquer. So when looking in the mouth, you're going to be looking for any abnormalities and look all around. Look at the tongue. This is an early tongue cancer. Et quand vous regardez la bouche, regardez de tous les côtés. Voici un exemple du cancer de la langue. You'll examine the tonsils and see if, as in this case, it's an acute tonsillitis. Et examinez les amygdales. Et dans ce cas, c'est une amygdalite aiguë. In this case, you're looking, and what do you see? You see that one tonsil is the tonsil on the patient's right is much larger than the one on the left. Et dans ce cas, vous pouvez voir que l'amygdale à droite, dans ce patient, est plus grande que l'amygdale à gauche. This is always a warning sign and should warrant a biopsy, if not removal of the tonsil. Ceci est un panneau très important parce que ça vous dirait qu'il faut faire une biopsie ou bien enlever l'amygdale. Because asymmetric tonsils means most likely either a lymphoma or some type of tonsil cancer. Parce que généralement, des amygdales asymétriques sont causées par un lymphome ou bien un cancer des amygdales. So ways that we're able to examine things here, and I'm not sure you have the equipment there,
the next thing we'll do is we'll examine the larynx with a scope. Et ce que nous faisons après, ce que je ne suis pas sûre que vous avez les mêmes machines, c'est qu'on examine le larynx avec pharynxoscope. If you don't have that, and let's say a patient is hoarse or has problems deeper in their throat, you could take a dental mirror and put that in the back of the mouth and try and look that way. Et si vous n'avez pas ça, et on va dire que le patient est rauque, vous pouvez utiliser un miroir dentaire et le mettre au fond de la bouche. It does take some technical skill and a patient who doesn't gag easily, but it can be done. Ça prend bien sûr une précision technique et un patient qui ne vomit pas facilement. Okay, so we'll look at a few neck masses. So if we were to look at this neck mass, we would say this is a younger person. They've had it for a year or 2 years. Et en examinant la masse du cou, voici une personne un peu plus jeune qui a eu cette masse pour 1 ou 2 ans. So it's really level 1 of the neck. It's just above the thyroid cartilage. C'est vraiment au niveau 1 du cou, juste au-dessus du cartilage thyroïde. So it could be a lymph node, but most likely this is going to be a thyroglossal duct cyst based on the location and the duration. What were the terms that you used? Thyroglossal cyst? Yeah. Based on location and the duration. Donc, basé sur la location et la duration, ceci est probablement un kyste thyroglossal. Okay. When doing the physical exam, remember to use all your senses, to be as observant as you can, as oftentimes we tend to gloss over things. Et en faisant un examen physique, utilisez vos sens pour reconnaître ce qui se passe. So, look for redness. Make sure they don't have a facial paralysis. Listen to, is their voice hoarse? Are they breathing noisily? Et regardez, est-ce qu'il y a une rougeur? Est-ce que vous voyez une paralysie dans le visage? Écoutez très bien, est-ce que leur voix est rauque? Est-ce que leur respiration est bruyante? And when examining the neck and feeling it, really feel it. Don't just grab it and, push on it, but use your senses to their utmost. Be cognizant, be really well aware of how firm is it? Is it tender? Does it move? Is it hard? Is it soft? Is there a pulsation to it? Et quand vous sentez le cou, sentez très bien et touchez-le très bien. Essayez de voir, est-ce qu'il est ferme, est-ce qu'il est tendre, est-ce que c'est mobile, est-ce qu'il y a une fluctuation, la couleur, et est-ce qu'il y a une pulsation. Use a gentle touch, sometimes use a more firm touch, but get the best idea you can from your exam. Utilisez un toucher ferme ou un toucher doux, mais essayez de savoir le plus que vous pouvez de votre examen physique. Okay, so here's another neck mass. So this one's, again, been there for a fair amount of time. And when we look at it, we realize that it's right where the submandibular gland should be. Et voici un autre cas de masse du cou. Et quand vous le touchez et vous le regardez, vous remarquez qu'il est exactement où la glande sous-mandibulaire ou sous-maxillaire est. So depending on the situation, this could be a submandibular tumor, or it could be a stone in the submandibular gland causing it to swell.
Donc, ça peut ou bien être, dépendamment de la location aussi, ça peut ou bien être un cancer sous-maxillaire ou bien une pierre qui cause la glande sous-maxillaire de s'agrandir. So if on history we learn that this gets bigger and smaller and bigger and smaller, then it's most likely infection or inflammation of the gland, of the salivary gland, the submandibular gland. If it's been there for a few months and slowly getting bigger, then we're worried about more of a submandibular gland tumor. Et donc, si dans les questions de l'histoire physique, on apprend que cette masse grandit et rapetisse chaque quelques jours, par exemple, ceci nous indiquera que c'est plutôt une infection, une inflammation, mais si on apprend que ça reste la même taille et la même fermeté, ceci nous apprendra plutôt que ce sera une tumeur. Okay. Just to remind you the submandibular gland location. Okay, so this woman, you can see, has redness right where the parotid gland is. Et cette femme a une rougeur où la glande parotide est située. So this was an acute parotitis and would require antibiotics. Et ceci est un exemple d'une paratidite aiguë et nécessite des antibiotiques. On the other hand, this is another parotid mass. Et voici une autre masse parotidienne Not red, not tender. qui n'est ni rouge ni tendre. So this one's more likely to be a benign parotid tumor because it's been there for months to years. Et ceci serait probablement une tumeur bénigne parce qu'elle a été là pour quelques mois à quelques années And growing slowly. et grandit lentement. On the other hand, this is a much more ominous tumor. Ça, par exemple, est une tumeur de mauvais augure. Obvious erosion through the skin. Et on peut voir une érosion dans la peau. And perhaps associated with a facial paralysis. Probablement associée avec une paralysie faciale. So parotid tumors associated with facial paralysis equals cancer. Et donc, une masse parotidienne associée avec une paralysie faciale veut dire cancer. Okay, this is our next neck mass. And it's going to be of the thyroid gland. Et voici une prochaine masse du cou qui est de la glande thyroïde. And another more obvious thyroid tumor. Et une tumeur une thyroïde. Goiter. What's the word? Goiter. Voider. Yeah, G-O-I-T-E-R. Qui est une voider. G is in George. Goiter. Oh. Qui est une goitre. Okay, so we know our anatomy, we've done our history, we've done our physical. What kind of testing will usually help us with further evaluating the neck mass? Et on a fait tous les examens physiques. Maintenant, quel test de laboratoire peut-on faire pour évaluer notre masse du cou? In general, blood tests don't help us that much. En général, les tests sanguins ne nous aident pas beaucoup. A TB test, obviously, in Haiti is going to be, much more relevant than it is here. Un test
TB serait beaucoup plus important au Haïti que chez nous. But other tests aren't very helpful. Mais les autres tests ne sont pas vraiment ne nous aident pas beaucoup. So the test that we rely on more would be either a CT scan of the neck with contrast or an ultrasound. Et les tests desquels on dépend surtout, ce sont les CT scans et les ultrasons. We have the ability to do MRIs here, but they're much more costly, and honestly, they are not the test of choice for the neck. Et on a le choix de faire des IRM ici, mais ce n'est pas le meilleur test parce qu'il est beaucoup trop cher. CT scan is obviously is the best option, but not thyroid ultrasound, but ultrasound can also be of great value. Le CT scan est notre meilleure option, mais l'ultrason peut être de très bonne valeur aussi. Why would we do ultrasound or CT? It gives us objective measurements so that we can measure it and perhaps come back later to see if something is growing. Pourquoi l'ultrasonographie? Parce que ça nous donne des mesures objectives et nous permet de revenir plus tard et de voir si la masse est en train de grandir. It's easy, it's not that expensive. C'est facile et pas cher. It doesn't have any radiation. Et il n'y a pas de radiation. And it will also help us sometimes do needle biopsies. Et nous permet parfois de faire une biopsie par aiguille. So if we've done our history and our physical, we know our anatomy, we've done our testing, and if we still don't know what we're dealing with, then the three definitive possibilities for testing are fine needle aspiration, biopsy, or excision. Et donc, si on a fait nos tests, on n'est toujours pas sûr. Les tests définitifs qu'on peut faire sont l'aspiration à l'aiguille fine, la biopsie et l'excision. For us, fine needle aspirate's always the first choice if possible. Pour nous, l'aspiration à l'aiguille fine est toujours le premier choix, si elle est possible. Because it can be done in the office. Parce qu'elle peut être faite dans notre office. It will usually give us the answer. Elle nous donne généralement la réponse. And it won't violate the tissue or give the possibility of spreading the tumor. Elle ne va pas transgresser le tissu et ne donnera pas la possibilité à la tumeur de continuer à d'autres endroits. Okay, so what's the very small differential diagnosis? Et quels sont les différents vrais diagnostics différentiels? If it's a tumor, it's either benign or malignant. It could be starting in the neck, like lymphoma, or it could be metastatic, starting from the mouth or throat. Si c'est une tumeur, elle peut être bénigne ou maligne et elle peut être ou bien primaire ou métastatique, commençant par la bouche ou la gorge. If it's inflammatory, it's either going to be a lymph node or one of the glands we talked about. Si c'est inflammatoire, ce serait ou bien un lymphome ganglionnaire ou bien glandulaire. And if it's a congenital thing, by far and away, the two most common things we see in the neck are branchial cleft cysts and thyroglossoductus. Et si c'est congénital, les deux choses qu'on voit le plus souvent, ce sont les kystes à fente brachiale ou bien les kystes du thyroglossal. So this is an example of a branchial cleft cyst, and that's it coming out.
So brachial cleft cysts are usually high up in the neck, right in front of the sternocleidomastoid muscle. Et voici un exemple d'un kyste brachial qui est très haut dans le cou et juste en bas de la tête. Now, in this type of neck, we're not going to feel anything. Dans ce genre de cou, on ne pourra rien sentir. And so we have to rely on CT scan and maybe ultrasound. Et donc, on aura besoin d'un CT scan ou bien d'un ultrason. And that's the kind of patient where oftentimes they'll be doing another test and then find something which then requires more workup, but nothing that we can feel or evaluate on exam. Et ce genre de patient, généralement, serait en train de faire un autre test et nous a été référé, mais on n'a pas pu sentir la masse par examen. Okay, so that's so just to summarize, we need to know our anatomy, and the important thing is to be able to describe it accurately and repeatedly in a consistent way. Et pour résumer, c'est très important de connaître l'anatomie pour pouvoir la décrire et la suivre d'une façon consistante. Do a complete history, which is pertinent to the head and neck area, as well as a complete physical examination using all of your senses. Et prendre une histoire complète qui est relevante à l'histoire du cou et de la tête et faire un examen physique complet en utilisant tous vos sens. Then do whatever, if necessary, imaging is necessary, either being CT scan with contrast or ultrasound. Et puis il faut faire l'imagerie qui est ou bien un CT scan avec contraste ou bien un ultrason. Get tissue sampling for definitive diagnosis by needle biopsy or excision. Et prendre un échantillonnage de tissu ou bien par biopsie à l'aiguille ou bien par excision. And lastly, no matter what, always follow up with the patient. Et à la fin, ce qui est le plus important, il faut toujours faire un suivi avec le patient. This way, even if your initial diagnosis is not right, follow-up will allow you to correct it. De cette façon, si votre si votre premier diagnostic n'était pas correct, le suivi vous permettra de le corriger. Okay, so that is our lecture. Any questions? Donc voilà, ceci était notre lecture d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions?